mais vous êtes trop mignons en fait vous. Franchement, merci parce que vraiment vous êtes adorables. Mais je suis un peu débile en fait, puisque le premier point lecture de la chaîne que j'ai fait, je vous ai dit « Oh là là, j'ai un peu peur, je sais pas comment je vais faire, c'est mon premier point lecture. » Mais pas du tout. Je suis vraiment trop con. En fait, j'en avais déjà fait des points lecture, c'est juste que je n'avais pas l'appellation point lecture. Mais quand je vous faisais des bilans de challenge, bah, c'était des points lecture en fait. Je vous donnais un avis sur la lecture que j'avais faite. Je n'avais pas percuté dans mon petit cerveau. Mais voilà, personne ne m'a fait la remarque. Vous avez été trop kiki en me disant « C'est super Healer, continue, c'était trop cool, on a trop kiffé, keep going. » Oh, mais vraiment, des petits cœurs sur vous, hein. Vous êtes trop mignons, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le second point lecture officiel de la chaîne. Écoutez, sans plus attendre, let's go. J'ai loupé mon claquement. Oh putain. Je refais. Let's go. Beaucoup mieux quand même. On attaque avec le premier livre. Il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass aux éditions Albert Michel. Bon. On commence avec une lecture bif-bof. Voilà, on va pas se mentir. Là, pour une fois, en plus c'est fou parce que pour une fois j'ai lu le résumé. Et si vous l'avez lu et que vous en êtes fait une fausse idée, bah faites-moi part puisque j'ai vraiment l'impression de m'être fait avoir. Donc pour vous expliquer vraiment les situations un peu plus en détail. J'ai lu le résumé, on parle du coup de la Salpêtrière qui est un lieu où il y a des femmes internées. Pour diverses raisons, on explique bien que ces raisons ne sont pas de l'ordre psychologique mais plus des actes de chaque femme qui ont été internées par leur famille, dont effectivement on spécifie dans le résumé, dont une qui se dit parler aux morts. Soit, et qui est enfermée par son père, etc. On pose aussi le contexte de ce bal des folles qui est un petit peu... ce que j'ai compris très sincèrement en lisant le résumé, c'est que ça allait être un peu un pivot central dans l'histoire, que du coup on exposait un petit peu ces folles, entre guillemets, à chaque fois je dis folle, bien évidemment ce n'est pas péjoratif, hein, vous vous doutez bien, qu'on expose les internés à la vue de toute la grande bourgeoisie parisienne, au plus grand des calmes. C'est vraiment l'idée que je pense retrouver en fait dans ce livre. Et aussi je pense que je me suis fait influencer dans ce sens, donc vraiment qui a appuyé en fait mon idée de base par le film, alors que je n'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce, donc après peut-être que le film traite plus de ce côté psychologique de la chose. Dans tous les cas, j'ai vraiment été influencée par la bande-annonce aussi dans ce sens. Donc, c'est pas ce que j'ai retrouvé du tout en fait, et ça m'a grave déçue parce que le sujet m'intéressait vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas retrouvé malheureusement. Donc, dans ce livre, finalement, on va juste prendre le parti fantastique entre guillemets, puisque on va suivre cette femme qui, je sais plus comment elle s'appelle la pauvre, Eugénie, c'est ça. Donc, on va suivre Eugénie qui est internée par son père puisque elle voit les morts et elle parle aux morts, mais c'est un fait avéré en fait dans le livre. On assiste aux scènes où elle parle aux morts, etc. Et il y a tout un fil conducteur avec une certaine personne morte avec qui elle est en contact, qui du coup, ça a une incidence vraiment dans l'histoire. Tout le récit va être tourné là-dessus, et en fait on va complètement mettre à part toute la psychologie des internés. Je sais pas si vous avez entendu ça. Je m'attendais vraiment à avoir en fait une profondeur dans le sujet, au niveau des femmes, de ce qu'elles ressentent, comment est-ce qu'elles en sont arrivées là, quel cheminement psychologique elles ont une fois qu'elles sont à l'intérieur, comment est-ce qu'elles sont traitées par le personnel, comment est-ce qu'elles se battent pour rester saines dans un endroit où on leur dit qu'elles ne le sont pas en fait finalement. Donc voilà, je m'attendais vraiment à tout ça et pas du tout. Donc, quelle ne fut pas ma déception, j'ai envie de vous dire. Effectivement, il y a un questionnement du système qui se fait à cause justement d'Eugénie qui voit les fantômes. Ça a une incidence directe sur le système et les personnes qui composent ce système. Et il y a aussi une sororité entre toutes ces femmes qui se créent, et ça c'est chouette de voir de la solidarité et de la sororité au sein de ces internés. Mais ça reste clairement en surface de tout en fait. Et même le bal en soi, je pensais que ça allait vraiment être une partie importante. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça grave. On expose en fait des gens comme ça, genre c'est quoi, c'est pas le zoo, calmez-vous, ça ne se fait absolument pas. Cette pensée m'a vraiment profondément outrée, et le traitement de ce bal a été vraiment survolé. Il se passe à un moment donné ce bal, mais il n'y a pas de remise en question propre de celui-ci, tout le monde est super pump up sur dance floor pour y assister, enfin je n'ai pas compris. Et en fait le bal servait juste de prétexte pour faire avancer finalement cette histoire de fantôme en fait, donc voilà. Dernier point qui m'a fait grincer des dents, et je vous avoue que j'en ai marre d'être confrontée à ce genre de choses dans les livres. Putain, mais mettez des trigger warnings, ça me saoule, je vous jure, Il y a un gros trigger warning de viol dans ce livre, même de 2 viols qui se passent, un dans le passé, un dans le présent.
et personne ne nous prévient qu'on va être confronté à ce genre de choses. Et je vous assure que vraiment c'est des choses qui me gavent, mais qui me gavent. À quelle heure est-ce que ça vous coûte de prévenir votre lectorat? Je trouve que c'est un manque d'empathie auprès des autres, de la part des auteurs et de la maison d'édition. Ça m'a fini. Je me suis dit putain, mais c'est pas vrai. Enfin, ok qu'on en parle, franchement dans le résumé c'est spécifié hein, qu'il y en a une qui a été, en plus il y a des guillemets, oh là là rien ne va, abusée par son oncle. Donc vraiment abusé entre guillemets par son oncle, alors que c'est clairement un viol, faut mettre les mots dessus, donc non, ce n'est pas abusé entre guillemets, la meuf elle a été abusée, mais plus en fait. On peut parler du fait qu'elle a été violée, on peut mettre des mots dessus, je n'ai pas de problème avec ça, mais juste en fait de recréer la scène, être à sa place, savoir tout le déroulé du truc, et en plus être spectateur d'un autre qui se passe dans le présent, non mais c'est trop. Putain, prévenez, je vous jure, ça ça m'énerve, et j'en ai marre d'être confrontée à ce genre de choses dans le livre, puisque ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je tenais juste à rajouter que je n'étais pas contre toute violence, quelle qu'elle soit, dans tous les livres et qu'on ne devrait écrire que des livres tels Le Monde des Bisounours. Bien évidemment que non. Je trouve ça très bien que la parole se libère, que les sujets soient abordés. Mais ce qui ne me plaît pas et ce que je trouve n'est absolument pas normal, c'est que parfois ce genre de sujets sont juste là en fait pour donner du potentiel drama en fait. Concrètement, c'est très grossier ce que je vous dis, mais je pense que vous comprenez. En fait là, les deux viols qui se passent, je trouve, n'appuient pas le propos de l'histoire, puisque en plus, comme je le rappelle, c'est vraiment condensé sur des fantômes, donc non, clairement. Et de ce fait, vu que ça n'appuie pas l'histoire, et c'est même pas l'appuyer en fait, c'est juste un élément qui est important et dans l'histoire et qui nous fait comprendre mieux ce qui se passe. Là, la femme en question, elle est déjà internée. On voit déjà les répercussions psychologiques que ce viol lui a donné, en fait. Enfin, comment est-ce qu'elle l'a vécu post-trauma, comment elle le vit d'ailleurs post-trauma. Et je veux dire, cette scène de viol explicite n'a pas lieu d'être, je trouve. Et en fait, c'est ça qui m'énerve d'autant plus, c'est que on n'est pas prévenu, on subit une scène de violence sexuelle, et ça n'apporte rien hormis du dramatique en fait à l'histoire. Dans tout le cas, voilà, je tenais à ajouter ça. Juste, je suis pas contre quand ça sert le propos et que ça fait avancer les choses et qu'il y a des non-dits qui peuvent être passés par des actes et que parfois ça peut être générateur d'autres choses. Enfin, je sais pas, mais juste balancer un viol pour balancer un viol, non en fait. C'est vraiment, je trouve ça pas pertinent, je trouve ça irrespectueux envers les gens qui n'ont pas été prévenus. Enfin bref, je trouve que rien ne va. Voilà. Allez, je vous laisse à la vidéo. Bisous. Mettez des trigger warnings pour que nous, on soit prévenus en fait et qu'on tombe pas des nues en face de telles violences, tout simplement. Je m'attendais pas à ça, très sincèrement, quand j'ai lu le livre. Alors certes, encore une fois, je le précise, c'était dit, mais encore une fois, c'est entre guillemets, donc on ne sait même pas ce qu'il en est vraiment. Et en plus, s'il n'y a pas de trigger warning, je suppose que ça va être juste évoqué et non pas qu'on va assister à non pas une, mais 2 scènes de viol explicites. Donc, chiant, très très chiant. Ça, non, je suis pas d'accord avec ça. Donc, merci, mais non merci en fait. J'enchaîne avec une seconde lecture qui m'a aussi un petit peu déçue. Décidément, c'est pas le point de lecture de la folie. C'est Brokeback Mountain de Annie Proulx aux éditions France Loisirs. Pour l'histoire déjà, on va suivre ces 2 hommes qui se rencontrent un été, puisqu'ils travaillent ensemble dans les montagnes, et va se créer un lien entre eux, un lien amoureux, mais surtout sexuel, très sincèrement, puisqu'ils vont continuer en fait de se voir toute leur vie pour entretenir ce lien physique qu'ils ont, mais on en vient dans le cœur du problème sans vraiment parler d'amour tout du long et de s'épancher davantage dans leurs sentiments en fait. C'est ça qui m'a très sincèrement dérangée. Après, je comprends que dans cette histoire, on parle d'un amour interdit et que cet amour-ci, dans tous les cas, ne peut pas être exposé au grand jour à cause des répercussions sur leur vie en fait, puisqu'il y a des gens qui sont homosexuels qui sont tués dans ce livre, donc c'est très très grave. Mais du coup, je pense que je suis passée un peu à côté parce que je les ai trouvés très distants avec cet amour qui, malgré tout, les lie en fait tout le long de leur vie. Mais déjà, il est jamais énoncé dans la nouvelle. On ne parle jamais d'amour en soi. On parle de manque plus physique, très sincèrement. On sent en fait qu'il y a un lien qui les lie. Mais le fait de jamais parler d'amour et qu'on n'aille jamais plus profondément en fait dans leur ressenti à eux, ça m'a un peu laissé sur ma faim entre guillemets. J'ai l'impression que je suis passée à côté de leur histoire. Et même la façon dont eux traitent leur histoire, ça m'a un peu dérangée. Puisque j'ai l'impression que c'est comme s'ils mettaient tout de côté. Alors je pense que c'est pas comme si, parce que c'est un fait, puisqu'au vu de la situation, ils ne peuvent pas vivre leur amour, de toute façon c'est un fait. Mais ils continuent leur vie, en fait ils ont tous les 2 une femme à côté, ils ont tous les 2 des enfants, et ils se revoient de temps à autre, genre une fois par an quand ils peuvent. Effectivement il y en a un qui est
qui est plus dans le mal entre guillemets que l'autre, mais j'ai pas l'impression que ça les dérange outre mesure en fait. Et du coup, vu qu'ils ne parlent jamais d'amour et qu'il y a comme une sorte d'aveuglement en fait au vu de l'histoire, au vu de leur histoire, alors peut-être que c'est le format nouvelle qui fait qu'on n'a pas pu vraiment pousser leurs sentiments jusqu'au bout et que on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête tout du long. Peut-être que c'est ça aussi, parce qu'en soi, c'est très court, hein, ça fait combien de pages ? Ça fait 89 pages, donc bien évidemment qu'en 89 pages, on va pas partir en explication jusqu'au bout de la vie pour s'épancher sur les sentiments de chacun, soit, mais je sais pas, il me manquait un truc, quoi. Et en plus de ça, leurs échanges étaient très brusques, très bourrus, parfois même ils s'insultaient sans méchanceté, c'était vraiment... moi, c'est pas du tout comme ça que je traite les gens que j'aime et que j'ai envie qu'on me traite non plus. Et j'avais l'impression que c'était limite pour prouver leur masculinité, en fait. Genre, ouais, on s'insulte, on est des bonhommes et on se claque le cul, quoi. Genre, jamais. Je comprends pas en fait. Je pense clairement que tout mon avis est biaisé par ma vision de l'amour. Même si c'est un amour interdit, je dis pas qu'on doit être torturé et qu'on doit vivre que pour ça et que toute notre vie doit se mettre en pause puisqu'on ne peut pas vivre cet amour. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça a manqué d'intensité émotionnelle, de sentiments amoureux en fait. Je sais pas si j'ai lu une histoire d'amour ou une histoire de désir physique très fort. Je sais pas. D'assouvissement de sa vie sexuelle et juste de... Ouais, en fait, d'assouvir ses besoins primaires, puisque ces deux hommes sont homosexuels, donc les femmes, c'est pas leur bail. En tout cas, j'ai pas l'impression, peut-être qu'ils sont bisexuels, je n'en sais rien. C'est présenté comme une relation homosexuelle. Soit, dans tous les cas, je sais pas à quoi j'ai assisté, mais c'est pas ce dont je me rappelle dans le film. J'ai l'impression que dans le film, les sentiments étaient un peu plus poussés. Il y avait un lien un peu plus amoureux qui les unissait malgré tout. Et ils étaient beaucoup moins bruts et insultants l'un envers l'autre. Il y avait du respect, il y avait de l'amour et ça se ressentait, même si je sais qu'on n'est pas obligé de l'exprimer verbalement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est que là, il n'y avait pas grand-chose finalement. Donc, je sais pas à quoi j'ai assisté, mais en tout cas, ça m'a fait clairement questionner sur, sur la sexualité. Donc, bravo Floris, malgré tout, j'ai envie de te dire, ça a fonctionné dans cette thématique. Et voilà, je suis un peu dubitative face à cette lecture. Je pense pas que je la referai très sincèrement, pardon. Après, c'est 89 pages, hein, donc si ça vous intéresse, en plus c'est très très bref. Les marges sont très grosses, donc ça se lit tout seul, hein, qu'on se le dise, mais voilà, je sais pas. On enchaîne avec la troisième lecture et ça va être sur un ton un petit peu plus joyeux. Enfin, il s'agit de La Quête des Weyland, le troisième tome, donc L'île du destin de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Ça a été super, très sincèrement, j'ai pas grand chose à ajouter vu que j'en ai déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos du premier et du second. C'est juste la continuité en fait de tout ça. J'ai passé un excellent moment, ça a été une bonne résolution. Ça nous ouvre l'histoire sur la suite, donc non pas la quête mais les mondes des Weyland. Ça a été une excellente lecture, je suis très contente d'avoir découvert cet univers-ci. On poursuit la quête principale, les persos évoluent toujours super bien, c'est cohérent. Les femmes se battent, elles sont indépendantes, elles réfléchissent par elles-mêmes, à part égale avec les hommes. La troupe est toujours aussi sympathique. Voilà, tout est bien. Donc écoutez, je vais pas m'épancher plus longtemps et je vais pas me répéter encore sur ce que j'ai dit sur le premier et le second. Les pouvoirs sont toujours aussi cool, Salim évolue, on parcourt encore plus loin le monde de Gwendalavir, on découvre des nouveaux persos qui sont aussi grave cool, dont des femmes qui sont trop bien. Enfin... J'ai beaucoup aimé ma lecture, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, je n'ai pas grand chose à dire d'autre. Ce sera un plaisir de continuer avec les mondes des Weyland, je pense que vous allez en entendre parler bientôt. Et on retourne dans la lecture de mi-teinte, ça vous avait manqué je suis sûre. On va parler ici de La Compagnie des loups de Angela Carter aux éditions Point. C'est ma faute, clairement c'est ma faute, je vais pas vous mentir, j'aurais dû lire le résumé plus en détail, je ne l'ai pas fait, j'ai survolé, voilà, c'est entièrement ma faute, je pensais qu'on allait parler de loups, de nature, mais que nenni, mon seigneur, absolument pas. Oh là là, en plus c'est vraiment écrit noir sur blanc. Ce sont des nouvelles qui sont des réécritures de différents contes. Je sais plus combien on en regroupe. On a 10 nouvelles dans ce livre, dont certaines nouvelles parlent du même conte, genre Le Chaperon Rouge, il me semble qu'il y en a quand même plusieurs, peut-être 2 ou 3. Quoi qu'il en soit... Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc déjà, j'ai vite compris hein, quand même, bien que la première, c'était, on m'a dit, la réécriture de Barbe Rouge, et je ne connais pas ce conte, il faudrait que je le lise d'ailleurs. Du coup, j'ai commencé cette lecture en ne sachant toujours pas que c'était une réécriture de conte finalement, puisque je ne connaissais pas le premier conte. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, c'est ma préférée, sachez-le. Alors je sais pas si c'est parce que je connaissais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça beaucoup plus haletant. Je me suis vraiment fait happer par la nouvelle. Bref, pour vous dire qu'il y en a certaines que j'ai bien aimées en termes de nouvelles, mais il y en a d'autres où vraiment je n'ai pas du tout accroché, puisque j'ai trouvé ça beaucoup trop saugrenu et un peu violent gratuitement en fait. J'ai pas très bien compris les bails, surtout pour Le Petit Chaperon Rouge. Certaines nouvelles où c'est juste what the fuck quoi, genre vraiment super weird. Pour vous citer 2-3 exemples, il y a une grand-mère qui se fait tabasser
au plus grand des calmes par tout le monde, et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Dans une autre, il y a des sorcières avec des troisièmes tétons qui se font brûler, faut garder les tétons, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je lis? Et j'ai trouvé que le style n'était pas particulièrement impactant. En fait, je vois pas la plus-value des réécritures de ces contes-ci. Ça ne m'a rien apporté malheureusement, j'ai trouvé ça un petit peu sans intérêt et un peu gênant aussi malgré tout. Non pas que je sois une petite nature, hein. Il y a des choses c'est gênant mais je comprends pourquoi. Mais là, je vous avoue que pas tellement en fait, je trouvais pas que ça servait à un but réel. Tout cet aspect, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement gratuit, sans raison aucune en fait. Il y a aussi la nouvelle de Dracula que j'ai appréciée aussi. Mais sinon, je vous avoue que les autres, celles de Blanche-Neige, du Chaperon Rouge, de je sais plus qui d'autres, La Belle et la Bête. Ah, La Belle et la Bête, il y en a plusieurs. Si, il y en a une qui était sympa aussi, mais voilà, en fait, c'est juste. Si je l'avais pas lu, je pense que ça n'aurait pas changé ma vie outre mesure, vous voyez. En vrai, en plus, je vous avoue que j'aime bien les réécritures de contes de base. Je trouve qu'il y a toujours un point de vue intéressant de twister un peu le conte de base et peut-être d'amener un autre point de vue sur la situation qui peut nous amener à réfléchir sur d'autres thématiques en fait. Mais bah là, pour le coup, comme je vous le disais au préalable, c'est pas le cas. C'est juste gratuit pour rien, sans aucun but. Donc quel intérêt quoi. On enchaîne avec Sirène de Légende. Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à parler. Allez, on enchaîne avec Sirène de Légende de Rémi Giordano, Olivia Goda et Laura Pérez aux éditions La Martinière Jeunesse. Vous voyez bien quand je fais ça, hein, c'est tout blanc, c'est nul. Ouais. Désolé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors déjà, c'est un livre qui se lit extrêmement vite puisque c'est 10 histoires de sirènes et c'est un livre jeunesse, donc autant vous dire que bah voilà, vous avez un énorme... Coucou. Je pop vraiment du livre. Vous avez toujours ces illustrations qui sont trop jolies avec le texte à côté et c'est comme ça pour tous. Pour toutes d'ailleurs, parce qu'on parle des sirènes. Bref. Ah, si, je crois qu'il y a un sirène mâle. Je sais pas comment on dit, tiens. Est-ce que c'est écrit comment on dit les sirènes mâles? J'arrive, hein, je me permets. Ah, c'est ça. Les hommes bleus. Les sirènes au masculin. Bah voilà, les hommes bleus. Donc on parle des hommes bleus aussi, bref. Ouais, allez, je me concentre. On retrouve dans ce livre 10 histoires de différentes sirènes qui viennent de partout dans le monde. Donc déjà, ça c'était super chouette puisque on voit en fait les incidences que ça a dans les pays. Et forcément, on retrouve un petit peu de la vibe du pays en soi. Donc c'était super chouette de découvrir ça et de découvrir que chaque coin du monde en fait a des histoires qui les rassemblent finalement puisque les sirènes c'est mondialement connu apparemment. Je sais pas ce que je raconte, hein, je vous le dis. Donc c'était vraiment une super introduction à ce monde-ci des sirènes avec une grande diversité. Je trouve que pour les enfants ça peut être hyper intéressant puisqu'il y a des idées qui s'en dégagent qui sont très bonnes à prendre je pense pour des petits. Je pense qu'ils sont à même de comprendre. Quand il arrive, les enfants ne sont pas cons, qu'on se le dise. C'est des choses qui peuvent capter et qui peuvent comprendre. Ces idées-ci peuvent ressortir en morale ou non, juste des idées comme ça qui sont mises dans le texte et qui nous amènent une réflexion sans pour autant vraiment appuyer dessus. Donc j'ai trouvé ça super chouette d'amener en fait les choses aussi de cette manière-ci et surtout les dessins ne gâchent rien au plaisir de lecture, bien au contraire, donc c'était une super lecture. Voilà. Et on conclut ce point lecture par Libération de Becky Chambers, le deuxième tome de la saga Les Voyageurs publié chez La Talente. Alors, ça reste du Becky Chambers tout craché, on a toujours une ouverture sur les autres et surtout une acceptation de la diversité, quitte à faire changer les gens dans le livre, c'est ce qui se passe aussi, quitte à faire changer les gens, changer leur point de vue, les faire évoluer, mais toujours de façon douce, bienveillante et avec des mots et de la gentillesse et par des actes qui sont toujours sains en fait. Et on ne les force pas à faire quelque chose, on les amène vers une idée différente qui peut les faire évoluer eux dans leur point de vue et dans la société. Et justement dans ce tome, on questionne vraiment beaucoup sa place en tant qu'individu dans la société en tant que telle et surtout avec ses propres bagages, version SF bien évidemment, ça pousse un petit peu plus loin que nos problèmes de petits humains terriens à nous. J'ai pas envie trop de vous spoil donc je veux pas trop vous dire ce qu'il en est si vous avez pas lu le premier puisque c'est un tome 2, mais dans tous les cas sachez que voilà, c'est un questionnement sur qui on est, la place qu'on a, les bagages qu'on a, d'où est-ce qu'on part, pour arriver où et à quel prix aussi, surtout, et les concessions qu'on est prêt à faire pour s'accepter, pour accepter le monde. Il y a toutes ces questions-ci qui sont soulevées. C'est toujours sa grande force d'épeindre les différentes espèces, leurs coutumes, comment tout le monde s'accommode avec les coutumes de chacun, toujours avec respect et bienveillance. Ça, c'est vraiment les maîtres mots qui sont dans ses romans à chaque fois. Mais, et il y a un mais cette fois-ci, et je vous jure que ça me fait limite plus mal qu'à vous, hein, sachez-le. J'ai pas envie de vous spoil, donc je vais pas vous dire noir sur blanc ce qu'il en est. Et vous allez encore me dire, mais il s'agirait de changer de discours, Riddler. Vous allez me trouver extrêmement redondante dans ma critique face à certains livres. Mais encore une fois, écoutez, il y a des violences animales qui, moi, ne passent pas en fait. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas
Ce ne sera jamais, de toute façon, je pense, pire que le restaurant de l'amour retrouvé. Mais en fait, je pense que c'est un tout, vous voyez. En fait, je comprends cette violence qui a été faite, là, pour une fois, c'est justifié. Et effectivement, il n'y a pas d'autre choix, en fait. C'est un fait, c'est comme ça. Mais en fait, c'est que j'ai tellement été surprise de retrouver ça là-dedans, dans un Becky Chambers, parce que jusqu'à maintenant... Alors, j'en avais lu que 2, hein. Bon, voilà, c'est ma faute aussi. Mais je m'étais un peu créé cette sorte de safe place, vous savez, quand je lis un Becky Chambers, où je me dis... Ça va être cool en fait, je vais bien me sentir, ça va être bien. J'y vais avec aucun a priori. J'ai la sensation que je vais être prévenue de tout et que rien ne va me mettre désagréable en fait à la lecture, même s'il y a des choses auxquelles je n'adhère pas, etc. Il n'y a pas des points où je vais me dire non mais non. Bon bah voilà. Et du coup en fait je pense que c'est pour ça que je mets vraiment le doigt dessus, parce que j'étais trop triste d'avoir ce sentiment-ci en lisant Becky Chambers. Je continuerai à lire ses livres pour sûr avec un grand plaisir, puisque c'est toujours... Les idées qu'elle dégage et les valeurs qu'elle veut transmettre sont toujours super chouettes. Mais voilà, je suis trop triste. Bref, passons ce point-ci. On traite aussi beaucoup du passage de l'adolescence, de par en fait 2 personnages, et ça s'enchaîne un petit peu dans le livre. Donc c'est un thème qui est vraiment abordé fort dans le livre. Alors c'est effectivement très intéressant d'un point de vue psychologique, je ne dis pas. C'est pour ça que j'ai quand même apprécié ma lecture malgré tout. Mais j'avoue que ce n'est pas le thème que je préfère, puisque... à mon humble avis, ce n'est pas la meilleure période du parcours de la vie, quoi. Désolée. Il y a un autre point qui a fait un petit peu pencher la balance du mauvais côté, c'est que je m'étais tellement attachée à tous les persos du premier tome, donc de l'espace d'1 an, et on les retrouve pas du tout en fait. Dans celui-ci, c'est d'autres histoires avec d'autres persos qu'on a déjà rencontrés dans le premier, mais en fait ils m'ont trop manqué parce que je m'étais vraiment trop attachée à eux, je les avais trouvés tous trop chouettes et super bien développés et avec un mindset et vraiment toute leur habitation ensemble et tout ce qu'ils ont créé, j'avais trop adhéré. Et du coup ils m'ont manqué de ouf dans ce second tome et j'avais trop envie de les retrouver et c'était pas le cas. Donc pour conclure, ça n'a pas été une mauvaise lecture en soi. C'est toujours super intéressant les relations interespèces, le questionnement sur son propre développement, trouver sa place dans la société, apprendre à se connaître, à s'accepter. Mais pour ma part, ça ne vaut pas le premier et croyez-moi, j'en suis la première peinée. On en a terminé avec ce second point de lecture. J'espère qu'il a été aussi concluant que le premier pour vous. N'hésitez pas à me faire part si vous avez lu ces livres-ci et que vous avez un avis différent du mien. Je vous avoue que je suis toujours curieuse qu'on en discute. En plus, là, c'est un petit peu des lectures qui ont été pas controversées, mais pour ma part, qui ont été vraiment, dans l'ensemble, très mitigées. Donc, je suis toujours à la recherche d'un avis qui est différent du mien, en fait, pour comprendre un petit peu vos cheminements de pensée et pourquoi est-ce que vous, ça vous a marqué plus que moi, ça ne l'a été, ou alors pourquoi est-ce que vous avez aimé, tout simplement, et les thématiques qui vous ont touché. Je trouve ça toujours super chouette qu'on puisse en discuter et d'avoir vos points de vue. Je vais arrêter de déblatérer ici. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!